Je n'ai presque jamais eu de chagrin, et encore moins d'ennui. Ma machine est si heureusement construite que je suis frappé par tous les objets, assez vivement pour qu'ils puissent me donner du plaisir, pas assez pour me donner de la peine. J'ai l'ambition qu'il faut pour me faire prendre part aux choses de cette vie. Je n'ai point celle qui pourrait me faire trouver du dégoût dont le poste ou la nature m'a mis. J'ai été dans ma jeunesse assez heureux pour m'attacher à des femmes que j'ai crues, qui m'aimaient. Dès que j'ai cessé de le croire, je m'en suis détaché soudain. L'étude a été pour moi le souverain remède contre les dégoûts de la vie, n'ayant jamais eu de chagrin et qu'une heure de lecture ne m'ait ôté. Je m'éveille le matin avec une joie secrète. Je vois la lumière avec une espèce de ravissement. Tout le reste du jour, je suis content. Une vie, une œuvre, Montesquieu ou le bonheur bien tempéré, par Pascal Lismonde. J'ai naturellement eu de l'amour pour le bien et l'honneur de ma patrie, et peu pour ceux qu'on en appelle la gloire. J'ai toujours senti une joie secrète lorsque l'on a fait quelques règlements qui allaient au bien commun. Quand j'ai voyagé dans les pays étrangers, je m'y suis attaché comme au mien propre. J'ai pris part à leur fortune et j'aurais souhaité qu'ils fussent dans un état florissant. Charles-Louis de Secondat, baron de la Brède et de Montesquieu, écrivain, historien, philosophe, pour un temps président du Parlement de Guyenne et vigneron à ses heures, naquit le 18 janvier 1689 au château de la Brède, dans le Bordelais. Que le tricentenaire de la naissance de Montesquieu coïncide avec le bicentenaire de la Révolution française, ce n'est pas qu'un hasard de date. Dans ce siècle de lumière, il est le premier en France à dresser un tableau critique des institutions politiques et des mœurs civiles et religieuses. Mais son influence va bien au-delà. Nombre de nos institutions contemporaines s'inspirent de son œuvre. On vit sur du Montesquieu sans le savoir, même si on le reconnaît au passage sur nos billets de 200 francs. Nous avons gardé l'image de ce profil de médaille, souriant, mais figé dans sa distance de grand classique. Alors qu'en est-il exactement ? Henri de Montesquieu, chef de la famille de la descendance du philosophe. En règle générale, nous pensons que le personnage de Montesquieu, tel qu'il est souvent présenté, devrait être en quelque sorte démystifié. En effet, on a toujours tendance à imaginer Montesquieu tel qu'il est représenté dans sa statue de la place des Quinconces à Bordeaux, ou aux Tuileries, où on voit un homme de pierre, un peu monolithique, avec sa robe de magistrat, l'air assez sévère, et on pense que c'est un magistrat très sérieux, pas très drôle et un peu ennuyeux, alors que nous savons, nous, qui nous sommes intéressés un peu à sa personnalité, et qui avons vécu dans les mêmes lieux où il a vécu lui-même, que le personnage est totalement différent. En fait, il adorait plaisanter, il ne s'est jamais pris au sérieux, et quand on sait qu'il a écrit Le sérieux et l'intelligence des sots, je pense que c'est vraiment tout un programme de mode de vie, et de mode de conversation et d'intelligence. Il a écrit également Quand les orateurs manquent de profondeur, ils se rattrapent en longueur. Je pense que c'est aussi significatif. Le côté outrageusement heureux de la
personnalité de Montesquieu. Jean-Noël Varnet. Sa philosophie juridique du bonheur, son juridisme, son idéal démocratique, tout ceci est comme digéré par nous. C'est pour ça qu'à la fois nous le trouvons très proche et très lointain. Il ne participe pas du pathos de l'inquiétude, du pathos pré-romantique qui commençait à naître dès son époque, dès Marivaux. Il est plutôt comme Fontenelle, carrément, purement et simplement, dans le bonheur, y compris dans sa conception de la loi. S'il convient de modifier les lois, c'est afin qu'il ait plus de bonheur ou que nous ayons plus de bonheur. C'est un peu, alors sur ce point, non pas le contraire des démocraties dans lesquelles nous vivons, mais peut-être le contraire du sentiment que nous avons en vivant dedans. Le contraire, par exemple, de Kafka, qui écrit « Je suis partout à la traverse ». Partout de trop, ou partout en situation illégale. Cette illégalité, ça fait de se sentir étranger, on trouvait déjà chez Baudelaire par exemple. Mais lui, Montesquieu, au contraire, même en voyage, il est partout bien de chez lui, et bien de chez nous. Il est ainsi à la mesure de toute chose, dans un monde où, comme il aime à le répéter souvent, tout est à sa juste place. C'est pourquoi il déclare par exemple: j'ai l'ambition qu'il faut pour me faire prendre part aux choses de cette vie. Je n'ai point celle de trouver du dégoût dans le poste où la nature m'a mis. Il est donc littéralement un non romantique et un non moderne, même s'il est par ailleurs et tout en même temps le père des Lumières et donc le père de la modernité. Usbek à Rhédi, à Venise. Ceux qui aiment à s'instruire ne sont jamais oisifs. Quoique je ne sois chargé d'aucune affaire importante, je suis cependant dans une occupation continuelle. Je passe ma vie à examiner, j'écris le soir ce que j'ai remarqué, ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu dans la journée. Tout m'intéresse, tout m'étonne. Je suis comme un enfant dont les organes encore tendres sont vivement frappés par les moindres objets. Montesquieu a été un dévoreur de livres, comme en fait foi la bibliothèque de la Brède, qui était un monument de lecture, et non content de s'instruire par ses livres, il voulait absolument tout voir par lui-même et entendre, écouter. Il a pratiquement fait le tour de l'Europe à l'époque, bien entendu passé en Italie, en Suisse. Il est allé dans ce qui s'appelle maintenant la Tchécoslovaquie. Il a assisté aux séances de la Diète de Bratislava, ce qui est maintenant Bratislava. Il est allé à Ratisbonne, il a fait partie de l'Académie de Berlin. Il a voyagé en Belgique, en Hollande, des voyages en Angleterre, très nombreux. Il a des très nombreux. Quand j'ai été dans le monde, je l'ai aimé comme si je ne pouvais souffrir la retraite. Quand j'ai été dans mes terres, je n'ai plus songé au monde. Je n'ai pas laissé, je crois, d'augmenter mon bien. J'ai fait de grandes améliorations à mes terres. Mais je sentais que c'était plutôt pour une certaine idée d'habileté que cela me donnait que pour l'idée de devenir plus riche. Je n'ai point aimé à faire ma fortune par le moyen de la cour. J'ai songé à la faire en faisant valoir mes terres et à tenir ma fortune immédiatement de la main des dieux. Il était absolument passionné de viticulture. Il avait à ce moment-là une grosse exploitation agricole, aussi bien à la Brède même que dans l'entre-deux-mers de l'autre côté de l'eau, et également à côté de la Brède, à Martillac, la propriété de Rochemorin. Et il était très fier de son vin. On a retrouvé des quantités d'écrits qui prouvaient qu'il connaissait très très bien tout ce qui touchait de près ou de loin la culture de la vigne. Il a écrit à Madame Dupin de Saint-Maur: imaginez que toute ma fortune dépend de 3 jours de soleil. Il écrivait à Charles York en Angleterre: j'aurais été très heureux, cher ami, que vous veniez quelques jours à la Brède. Vous m'auriez appris à raisonner et je vous aurais appris à faire du vin. Il écrivait au maréchal de Berwick:
Je ne sais si mes vins tiennent leur succès à mes livres, ou mes livres à mes vins. Et enfin, on a également trouvé une lettre assez amusante au duc d'Aiguillon, à qui il écrivait « Je voudrais bien que vous vinssiez à la Brède tuer des canards. Pour moi, je ne peux m'absenter car je suis trop occupé à dépêcher mon vin dans le royaume d'Irlande, aux habitants duquel je prie Dieu d'augmenter fortement la soif. » Est-ce que dans sa vie, donc précisément, il a incarné cette image du bonheur ? Oui, par exemple en allant de succès en succès, puisqu'il était parvenu dans les années 1720 à être élu à l'Académie française en n'ayant rien écrit, ce qui même avec des relations dans les salons était tout de même un exploit. La décision a été cassée par le ministre, ou peut-être par le roi, en 1721, à cause de la publication pseudonyme des lettres persanes. Mais enfin, il ne tardera pas à être élu de nouveau et à quitter définitivement sa charge de président du Parlement de Bordeaux pour devenir un pur homme de lettres. Et ce pur homme de lettres, et content de l'être, va faire immédiatement un beau voyage de 3 ans au moins dans toute l'Europe, muni des plus hautes relations, tout en esquissant l'esprit des lois et les considérations sur les causes et la grandeur des Romains et leur décadence, un voyage dont la part la plus importante se situe en Italie. Voyage tout à fait merveilleux, où on le voit juger de tout, un peu à la Descartes, avec énormément de bon sens, mais en ne pensant pas une seconde qu'il puisse exister de l'autre, de l'altérité. Par exemple, il parle d'une église de style baroque. Et évidemment, il n'aime pas le baroque, il n'aime que le classicisme français. J'ai été voir à Venise l'église des jésuites. Elle est petite, Le 23 avril 1721, a coûté beaucoup d'argent et est de très mauvais goût. j'arrivais à Naples. Il me semble que ceux qui cherchent les beaux ouvrages de l'art ne doivent pas quitter Rome. À Naples, il me paraît qu'il est plus facile de se gâter le goût que de se le former. J'ai vu aujourd'hui 4 ou 5 églises. J'y ai trouvé des ornements, de la magnificence, aucun goût. Un goût gothique. Dans les ornements, quelque chose de bizarre. Et rien de cette simplicité qui est dans les ouvrages anciens ou dans ceux de Michel-Ange et ceux qu'il a formés. J'ai vu plusieurs façades de palais. Je n'en ai pas trouvé une seule de bon goût. Je ne sais ce que sera le dedans. L'église des Jésuites est, je crois, ce qu'il y a de mieux à Naples. Elle est presque en croix grecque. Il y a, sur le mur intérieur de l'entrée, une assez belle peinture de Solimène, un tableau du Guerchin. Une assez bonne architecture en dedans, excepté que les autels sont trop chargés d'ornements et que la façade ne vaut rien. Je n'ai pas encore vu un ouvrage de sculpture qui m'ait fait plaisir. Les Napolitains aiment fort la multiplicité des ornements. Ils en accablent leur architecture, ce qui fait que leurs églises sont infiniment riches et de mauvais goût. On peut voir Naples dans 2 minutes. Il faut 6 mois pour voir Rome. Par ailleurs, on voit dans son voyage en Italie qu'il est très sensible à la peinture, et pas seulement à la peinture classique. Il aime Beccafumi, par exemple, ou Michel-Ange, ou Raphaël. Et avant même Diderot, il est, en ce sens, notre premier critique d'art. Sa façon d'être critique n'est pas laborieuse, à l'ordinaire manière critique. La critique est pour lui une promenade, et elle se mêle avec quelque chose d'un sentiment géographique, d'un sens des villes, d'un sens de la beauté des paysages, le tout d'inspiration cartésienne, mais à la différence de Descartes, il est sensible au chatoiement du concret et à l'histoire des nations.
À Paris, il fréquentait notamment le club de l'entresol et aussi les salons de Madame du Deffand, par exemple. Oui, bien sûr. C'était un homme extrêmement lancé et extrêmement recherché pour son esprit. On ne s'en aperçoit pas toujours quand on le lit, mais c'était un homme d'esprit avec des saillies, passablement athées, sinon tout à fait athées, et en tout cas toujours drôle. De même, il semble que son charme physique était assez grand, dans le genre sec, et plaisait beaucoup aux dames des salons qui ont en effet contribué à sa gloire. Ce bel esprit éclectique avait jusque-là composé de savants traités scientifiques. Et voilà qu'en 1721, il publie Les Lettres persanes, à Amsterdam, et son nom d'auteur. Cela se vendra comme du pain, avait-on dit. Et de fait, le succès est foudroyant. Comment résister à ces deux persans qui, sur un ton faussement léger, démasquent l'ensemble des institutions occidentales? C'est l'époque de la Régence et le triomphe de l'esprit rococo, du désordre apparent. La surprise est totale. Jean Starobinski. Voilà qu'un gentilhomme gascon, un gentilhomme du Bordelais se hasarde à parler de la dépopulation du globe au milieu d'autres sujets plus lestes, et qu'il arrive à former quelque chose comme un mélange instable de considérations sur les amours orientales, de vues précises sur les rapports du roi et du pape, de critiques de la Constitution ou d'éloges de la Constitution Unigenitus. Il ne prend pas parti, mais il décrit les disputes. Tout cela, c'est les affaires du temps, les affaires du moment, et d'un regard qui ne se laisse prendre ni par la passion partisane, ni par l'excès d'exhaustivité. Tout va vite et tout aboutit à la pointe. Au départ, il s'agit d'une fiction complète, puisque finalement, ce sont ces deux Persans, Usbek et Rika, qui arrivent à Paris, venant donc de leur Perse natale, et qui découvrent la France et les systèmes de gouvernement, donc avec une certaine surprise, ce qui permet donc à Montesquieu, par là même, de s'interroger et de faire tout un questionnement, finalement, sur des méthodes qui apparaissent au reste des Français normales. C'est l'invention, disaient certains, du regard sociologique, un regard étranger, un regard du dehors qu'on suppose armé de toutes de tous les savoirs opératoires, de toutes les méthodes d'investigation. On projette dans ces voyageurs persans toute une science et toute une dialectique qui est en fait occidentale, mais pour poser les questions les plus embarrassantes à l'Occident français. Et ce ne sont pas seulement les institutions politiques qui sont mises en question, mais les mœurs, les manières, les rapports sociaux, les types institutionnels, toute la gesticulation des bienséances. Tout cela est vu du dehors et prend un aspect surprenant, absurde, injustifié, avec peut-être dans le fond de ces questions cruelles un rien d'indulgence finalement. Usbek à Rhédi, à Venise. Un homme faisait tous les jours à Dieu cette prière. « Seigneur, je n'entends rien dans les disputes que l'on fait sans cesse à votre sujet. Je voudrais vous servir selon votre volonté, mais chaque homme que je consulte veut que je vous serve à la sienne. Lorsque je veux vous faire ma prière, je ne sais en quelle langue je dois vous parler. Je ne sais pas non plus en quelle posture je dois me mettre. L'un dit que je dois vous prier debout, l'autre veut que je sois assis,
L'autre exige que mon corps porte sur mes genoux. Ce n'est pas tout. Il y en a qui prétendent que je dois me laver tous les matins avec de l'eau froide. D'autres soutiennent que vous me regarderez avec horreur si je ne me fais pas couper un petit morceau de chair. Il m'arriva l'autre jour de manger un lapin dans un caravansérail. 3 hommes qui étaient auprès de là me firent trembler. Ils me soutinrent tous 3 que je vous avais grièvement offensé. L'un parce que cet animal était immonde, l'autre parce qu'il était étouffé, l'autre enfin parce qu'il n'était pas poisson. Un brahmane qui passait par là et que je pris pour juge me dit « Ils ont tort, car apparemment vous n'avez pas tué vous-même cet animal. »« Si fait, lui dis-je. »« Ah, vous avez commis une action abominable, et que Dieu ne vous pardonnera jamais, me dit-il d'une voix sévère. Que savez-vous si l'âme de votre père n'était pas passée dans cette bête? Toutes ces choses, Seigneur, me jettent dans un embarras inconcevable. Je ne puis remuer la tête que je ne sois menacé de vous offenser. Cependant, je voudrais vous plaire et employer à cela la vie que je tiens de vous. Je ne sais si je me trompe, mais je crois que le meilleur moyen pour y parvenir est de vivre en bon citoyen dans la société où vous m'avez fait naître et en bon père dans la famille que vous m'avez donnée. La grande réussite des lettres persanes, c'est cette demi-complicité avec le regard extérieur. Montesquieu donne à son Usbek à la fois le regard impitoyable du sociologue et du satiriste, et en même temps, il fait de lui un croyant, mais un croyant qui commence à douter et qui écrit des lettres interrogeant les autorités musulmanes sur les bien-fondés de la religion musulmane. Si bien qu'au frottement l'une de l'autre, au contact l'une de l'autre, les religions démontrent ce qu'elles ont de relatif à une histoire, à une tradition, à une autorité qui s'est transmise, et de la sorte quelque chose comme une annulation réciproque des dogmatismes s'opère, avec une idée qui pointe, c'est que précisément ce pouvoir rationnel de comparer les religions et de demander des raisons de certaines pratiques ou de certaines croyances, eh bien, c'est la raison même, et c'est cela en quoi l'on peut avoir foi. Cette opération de mise en comparaison, cet acte de comparaison, c'est l'acte du jugement, et cet acte du jugement doit être aussi rigoureux que possible. Ici émerge la raison. Je ne dis pas la déesse raison, il ne s'agit pas d'en faire une divinité, mais quelque chose qui est une garantie d'universalité et qui assure de culture à culture, et Dieu sait si à l'époque la culture que Montesquieu connaissait par les textes de Chardin, la culture iranienne et la culture française étaient éloignées l'une de l'autre, eh bien quelque chose de ces deux cultures peut converger tout de même dans l'idée que Montesquieu se fait d'une raison universelle. C'est-à-dire qu'il fait déjà valoir finalement cette idée qu'il reprendra par la suite, notamment dans l'esprit des lois, où aussi la religion apparaît surtout comme étant utile, ayant plutôt des fins morales pour la bonne intelligence et la bonne conduite des gens en société, plutôt qu'un élan vers un Dieu universel, enfin qui apparaît, mais disons, c'est moins important que cet aspect moralisateur. Et puis, Montesquieu est quelqu'un qui tente à prendre et à accepter les choses comme elles sont, dans la mesure où elles ne sont pas trop offensantes pour la raison et pour la morale. Si bien que il confirme les religions existantes en leur donnant toutes les raisons d'être ce qu'elles sont et en leur demandant de se tolérer les unes les autres. Si on doit faire une anthologie de la tolérance, on ne peut pas ne pas passer par de grands textes de Montesquieu, et on retrouvera répercuter ces idées chez Rousseau ou chez Voltaire surtout. La religion est donc pour Montesquieu quelque chose qui fait partie de la réalité historique, qui fait partie des mœurs, de l'état de fait, contre lesquels
il ne faut pas aller, il ne faut pas vouloir bouleverser les croyances, les mœurs, les manières. Il faut tâcher d'accéder de la manière la plus souple à la meilleure législation possible, mais sans prétendre briser ou casser ce qui a fait les manières, les mœurs, l'esprit général, comme il dit, d'une nation, d'un peuple. Il y a là une leçon de réalisme politique et qui inclut la religion, parce que la religion, à l'époque de Montesquieu, était indéniablement un facteur politique. Jean Starobinski, dans les lettres persanes, l'une des choses qui intrigue, en fait, c'est que quand Usbek, en particulier, parle de l'Occident, il parle toujours en termes généraux, le roi, le pape, etc., alors que, finalement, le monde oriental, lui, apparaît beaucoup plus individualisé. Pourquoi y a-t-il déjà cette distorsion, donc, dans la présentation des deux univers? Et pourquoi, en même temps, Usbek est-il plus critique par rapport au monde occidental qu'il ne l'est par rapport à son propre monde? Peut-être Montesquieu voulait-il combiner dans son livre une typologie de la France. Et ce sont des types généraux qu'il présente. C'est le charlatan, c'est l'homme qui représente, c'est le savant malheureux, c'est toute une série de types qui ne portent pas de nom et qui sont simplement des fonctions sociales ou des rôles dans la société. Ce sont des portraits anonymes, le seul personnage singulier étant le roi, mais il vient de mourir. Cependant que du côté du sérail, il y a les femmes qui écrivent à Usbek, Zachis, Zélis, Roxane, elles sont nombreuses, elles ont chacune leur caractère, elles ont chacune leur histoire, leurs aventures secrètes. Il y a les différents eunuques qui racontent eux aussi leur histoire. Il y a donc une profusion d'histoires et de mystères, de biographie personnelle dans cet univers qui nous est ainsi dévoilé indiscrètement par les lettres que reçoit Usbek, le mélancolique Usbek, exilé, quadragénaire, jaloux, qui veut en savoir toujours plus et qui apprendra de plus en plus la catastrophe dans laquelle se trouve le sérail qu'il voudrait de loin dominer. Et la grande affaire dans les lettres persanes, c'est que cet homme si lucide, si serein, si rationnel, dans sa vue de l'Occident, posant les questions justes, posant les grands principes d'une philosophie sage et éclairé, c'est dans sa vie privée un homme capable de tourmenter les femmes qui pourtant vivent loin de lui dans la solitude et l'enfermement, les tourmentant par personne interposée. Et ce bourreau cruel, cet être quasiment sadique, c'est le même. C'est le même. Et c'est peut-être une dénonciation de ce résidu d'irrationnel que tout être qui croit avoir accédé à la raison recèle encore en lui. Et si Montesquieu est un homme des Lumières, il n'y a rien en lui qui soit d'un optimisme simple. Au contraire, plus nous sommes éclairés, plus nous sommes vulnérables et accessibles à cette nuit de la violence qui est encore au fond de notre cœur. Il semble que Montesquieu ait pressenti cela, en tout cas son roman nous le dit si nous savons le lire. Roxane à Usbek. L'horreur, la nuit et l'épouvante règnent dans le sérail. Un deuil affreux l'environne. Un tigre y exerce à chaque instant toute sa rage. Il a mis dans les supplices 2 eunuques blancs qui n'ont avoué que leur innocence. Il a vendu une partie de nos esclaves et nous a obligés de changer entre nous celle qui nous restait. Il nous tient enfermés chacune dans notre appartement.
il ne nous est plus permis de nous parler. Ce serait un crime de nous écrire. Nous n'avons plus rien de libre que les pleurs. Il pourrait être le témoin de la sérénité des Lumières. C'est un disciple de Newton à certains égards. Il voit une nature soumise à des lois mécaniques. Viendra plus tard, après lui, une génération plus tentée par les forces obscures du vitalisme. Mais ces lois mécaniques, ce sont des relations, ce sont des rapports. Et les rapports, ça se calcule, ça se contemple. Il y a une sorte de bonheur à voir le monde comme un tissu de rapports, aussi bien le monde naturel que le monde humain. Et Montesquieu, témoin de la sérénité de la lumière de l'esprit, de la lumière intellectuelle, me paraît concilier admirablement en lui deux grands besoins de l'époque des Lumières, le besoin de sentir, le besoin de se sentir vivre par la succession des événements sensibles qui éveillent notre intérêt, qui éveillent notre curiosité, notre plaisir, car on se lasse de tous les plaisirs et il faut constamment réveiller notre sensibilité, et d'autre part le bonheur de la contemplation rationnelle. Ces deux choses, sentir et comprendre, sont les deux grands éléments de son œuvre et de sa personnalité. Sentir, mais ça peut être chez lui, comme chez quelques autres à la même époque, et même comme chez Rousseau dans la fameuse rêverie de l'île de Saint-Pierre, simplement se sentir exister dans la sensation la plus nue, la plus vide, la plus dépouillée, respirer ou voir la lumière. Et cela, chez Montesquieu, c'est un seuil, et qui est déjà le seuil du bonheur. Se sentir exister, c'est être agréé dans l'univers de l'existence, des créatures. Pourtant, Montesquieu a été un homme auquel les maladies n'ont pas été épargnées. Il a souffert, et cependant, dans la souffrance elle-même, persistait cette note continue du bonheur d'exister. Cela me paraît un des éléments qui reste pour moi très séduisant dans son œuvre. Moi qu'intéresse particulièrement l'univers de la sensation corporelle tel que les écrivains l'ont représenté, tel qu'il peut se vivre aussi, eh bien Montesquieu en est l'expression d'une manière discrète et ferme à la fois. Et est-ce pour cela qu'il a toujours refusé toute forme de transcendance en même temps ? Je crois qu'il lui fallait une raison universelle, un Dieu, disons, impersonnel. Ce qui manque peut-être chez lui, c'est l'élan vers la transcendance, mais je crois que s'il se fait l'idée d'un Dieu raison universelle et transcendant, il reste à sa manière un esprit religieux, car il reste désireux, non pas de se faire Dieu avec outrecuidance, mais de se faire semblable à ce Dieu qui serait la raison universelle et qui serait cette bienveillance universelle qui préside au rapport de l'univers. Je suis dans des circonstances les plus propres du monde pour écrire l'histoire. Je n'ai aucune vue de fortune, j'ai un tel bien, et ma naissance est telle que je n'ai ni à rougir de l'une, ni à envier ou admirer l'autre. Je n'ai point été employé dans les affaires, je n'ai à parler ni pour ma vanité, ni pour ma justification. J'ai vécu dans le monde, et j'ai eu des liaisons, et même d'amitié, avec des gens qui avaient vécu à la cour du prince, dont je décris la vie. J'ai su quantité d'anecdotes dans le monde où j'ai vécu une partie de ma vie. Je ne suis ni trop éloigné du temps où ce monarque a vécu pour ignorer bien des circonstances, ni trop près pour en être ébloui. Je suis dans un temps où l'on est beaucoup revenu de l'admiration de l'héroïsme. J'ai voyagé dans les pays étrangers, où j'ai recueilli de bons mémoires. Enfin, le temps a fait sortir des cabinets tous les divers mémoires que ceux de notre nation, où l'on aime à parler de soi, ont écrits en foule. Pour Montesquieu,
Écrire l'histoire signifie surtout en retrouver les lois, de manière à éliminer toute explication reposant sur le hasard ou le surnaturel, de manière aussi à établir quelle peut être pour chaque peuple la meilleure forme de gouvernement. Déjà, en 1734, Montesquieu avait publié les considérations sur les causes de la grandeur des Romains et de leur décadence. Mais la somme de toutes ces recherches, 20 ans de sa vie, paraît dans son grand œuvre, De l'esprit des lois, publié à Genève en 1748, toujours sans nom d'auteur. La loi, en général, est la raison humaine, en tant qu'elle gouverne tous les peuples de la terre, et les lois politiques et civiles de chaque nation ne doivent être que les cas particuliers où s'applique cette raison humaine. Elles doivent être tellement propres aux peuples pour lesquels elles sont faites que c'est un très grand hasard si celles d'une nation peuvent convenir à une autre. Il faut qu'elles se rapportent à la nature et aux principes du gouvernement qui est établi ou qu'on veut établir, soit qu'elles le forment, comme font les lois politiques, soit qu'elles le maintiennent, comme font les lois civiles. Elles doivent être relatives au physique du pays, au climat glacé, brûlant ou tempéré, à la qualité du terrain, à sa situation, à sa grandeur, au genre de vie des peuples, laboureurs, chasseurs ou pasteurs. Elles doivent se rapporter au degré de liberté que la Constitution peut s'offrir, à la religion des habitants, à leurs inclinations, à leur richesse, à leur nombre, à leur commerce, à leurs mœurs, à leurs manières. Enfin, elles ont des rapports entre elles. Elles en ont avec leur origine, avec l'objet du législateur, avec l'ordre des choses sur lesquelles elles sont établies. C'est dans toutes ces vues qu'il faut les considérer. C'est ce que j'entreprends de faire dans cet ouvrage. J'examinerai tous ces rapports. Ils forment tous ensemble ce que l'on appelle l'esprit des lois. Montesquieu prend le mot loi dans toute son extension. Alain Ponce. Il ne s'agit pas simplement des lois humaines, des lois politiques, juridiques, mais des lois, je dirais, au sens cosmique. Et ça, c'est un point qu'il faut noter. Dans cette première page, Montesquieu cite une phrase de Plutarque qui est tout à fait caractéristique. La loi, dit Plutarque, est la reine de tous, mortels et immortels. Bon, alors on voit qu'il prend cette notion de loi dans sa plus grande extension. Et il note aussitôt après sa définition que ça s'applique aussi bien à tous les êtres, à la divinité, au monde matériel, aux intelligences supérieures, aux bêtes et enfin à l'homme. Alors là, je crois que les discussions et même les malentendus qu'il y a à ce sujet viennent de ce que le mot loi, au fond, a deux sens différents chez Montesquieu lui-même. Bon, il y a la loi, disons, au sens classique, on peut dire la loi commandement. Et, par exemple, dans toutes les sociétés humaines, aussi diverses fussent-elles, sont gouvernées par des lois que les hommes ont instituées. Des lois qui peuvent être écrites ou qui peuvent être simplement coutumières. Et ça, c'est une chose assez importante, je crois, à noter. Aux lois, au sens très précis du terme, tel que les juristes l'étudient, il a ajouté tout ce qui concerne les mœurs, les manières de se conduire des hommes, qui sont en quelque sorte canalisées, au fond, par des commandements. Et ces lois, évidemment, sont extrêmement variées dans le temps et dans l'espace. Bon, et puis alors, d'autre part, il y a la loi dans le sens scientifique et moderne
du terme. On peut dire que c'est effectivement le sens que ce mot a pris en physique, à partir de Galilée jusqu'à Newton, et puis Descartes en philosophie. Alors, en ce sens, le mot loi signifie un rapport constant qui existe entre des variables. Par exemple, la loi de la chute des corps ou la loi de l'attraction établissent des rapports constants entre des variables qui sont la masse, la distance, etc. Bon, eh bien, ce qu'il y a de nouveau et d'extrêmement intéressant évidemment chez Montesquieu, c'est qu'il prend effectivement le mot loi aussi en ce sens. Et que lorsqu'il dit qu'il va étudier l'esprit des lois, qu'est-ce que ça signifie au fond, l'esprit des lois? Bien, en définitive, ça veut dire qu'il va essayer de trouver quelle est la loi des lois. La loi au sens que j'appelle scientifique, physique, galiléen du terme, n'est-ce pas? Des lois dans l'autre sens, qui est la loi commandement. Mais il va essayer comment dirais-je, sans du tout faire d'hypothèses, disons, métaphysiques sur l'homme, sur son rapport avec le monde, etc., de voir, en quelque sorte, si vous voulez, quelles sont les variables principales par rapport auxquelles on peut toujours assigner aux lois leur origine ou leur variation. N'est-ce pas? C'est ça, si vous voulez, c'est cette mise en rapport de différents facteurs qui est le travail proprement nouveau et qu'a fait Montesquieu. Et parmi, évidemment, ces facteurs principaux, il y a, et alors en ce sens, Montesquieu reste un classique, il y a les différentes formes de gouvernement. Si l'on en vient d'ailleurs à ces différents types de gouvernement qu'il a définis, donc lui-même fait ressortir que dans l'histoire, on peut toujours retrouver des gouvernements républicains, monarchiques ou despotiques, et qui sont chacun régis par un principe premier. Vous pouvez évoquer ces différents gouvernements ? Oui, c'est-à-dire que depuis Hérodote, Platon, Aristote, tous les théoriciens politiques ont en général distingué trois types possibles de gouvernement. Le gouvernement d'un seul, le gouvernement de plusieurs, le gouvernement de tous. Bon, d'un certain côté, Montesquieu va reprendre cette tripartition, mais il va lui donner un sens tout à fait différent. Effectivement, il va distinguer ce qu'il appelle la nature des gouvernements et les principe des gouvernements. Et ça, c'est quelque chose, justement, d'extrêmement nouveau. La nature, ça, c'est classique. Autrement dit, il s'agit de savoir qui possède le pouvoir. Alors, il modifie un peu, même assez profondément, la tripartition classique, puisqu'il y a d'abord pour lui, justement, les républiques. Et à l'intérieur des républiques, il range aussi bien les démocraties que les aristocraties. Puis, il y a les monarchies. Et enfin, il y a le despotisme. Bon. Mais ce qu'il y a de nouveau, c'est que à ce critère qui est purement à la fois numérique et disons constitutionnel en quelque sorte, il ajoute un autre critère qui est celui qu'il appelle les principes. Alors, les principes, qu'est-ce que c'est? Le principe, dit-il, c'est ce qui fait agir un gouvernement. Alors que la nature d'un gouvernement, c'est sa structure particulière, le principe, c'est ce qui le fait agir, ce sont les passions qui le font mouvoir. Et alors là, justement, nous sortons d'un point de vue de pur constitutionnaliste politique pour déboucher sur le point de vue d'un sociologue au sens le plus large du terme. À savoir que le politique n'est pas une dimension, en quelque sorte, qui n'est accrochée à rien du tout, mais qui n'existe que par rapport à une certaine configuration d'une société donnée. Le principe du gouvernement républicain, c'est la vertu, tandis que la monarchie est régie par l'honneur et le despotisme par la crainte.
ces différents types de gouvernement peuvent se dégrader. C'est qu'il y a corruption des principes. La réflexion de Montesquieu sur le pouvoir est tout à fait nouvelle. Le pouvoir, comme abstrait général, si je peux dire, Pierre Manin n'apparaît qu'à une date finalement assez tardive dans l'histoire de la philosophie politique. Et il fallait que cette notion apparût pour que précisément on puisse dire comme Montesquieu le dit dans peut-être le passage le plus fameux de son œuvre, il faut que par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir. Et ce qui s'est passé, pour le dire d'un mot, c'est que le pouvoir est apparu dans un contexte absolutiste. Au XVIIe siècle, Thomas Hobbes, le grand philosophe politique anglais, a décrit la nature humaine, la condition humaine, l'homme comme un être avide de pouvoir et qui ne pouvait être discipliné que par le plus grand pouvoir que les hommes puissent imaginer, le pouvoir du souverain absolu, le pouvoir de Léviathan. Et au fond, ce que fait Montesquieu, la correction libérale de l'interprétation absolutiste de l'homme, consiste à dire, eh bien, ce pouvoir, on peut le détacher en somme de la nature humaine, du désir humain de puissance, on peut en faire une chose, on peut en faire une chose en le divisant, et donc en séparant les pouvoirs. Dans le régime moderne de la séparation des pouvoirs tel que Montesquieu l'élabore, suppose d'abord une première séparation, si je peux dire, la séparation entre l'État et la société. Cette séparation qui est moderne, cette séparation qui est nouvelle, cette séparation qui est préparée par l'absolutisme. Bon. Alors, en somme, qu'est-ce qui s'est passé ? Le pouvoir absolu, grâce à sa souveraineté absolue, s'est détaché rigoureusement, radicalement de la société. Ce qu'il ne l'avait jamais fait dans les cités antiques. Et une fois que ce pouvoir absolu, cette souveraineté s'est détachée de la société, eh bien on la coupe en deux, si j'ose dire. On la coupe en deux, on la divise en pouvoir législatif et pouvoir exécutif. Et avec cette double séparation, c'est ce qu'il ne faut pas oublier, il y a une double séparation entre l'État et la société, ou entre la société et le pouvoir, et le pouvoir séparé de la société est divisé en deux, exécutif et législatif. Il y a dans chaque État 3 sortes de pouvoirs. La puissance législative, la puissance exécutrice des choses qui dépendent du droit des gens, et la puissance exécutrice de celles qui dépendent du droit civil. Par la première, le prince ou le magistrat fait des lois pour un temps ou pour toujours et corrige ou abroge celles qui sont faites. Pour la seconde, il fait la paix ou la guerre, envoie ou reçoit des ambassades, établit la sûreté, prévient les invasions. Pour la troisième, il punit les crimes ou juge les différends des particuliers. On appellera cette dernière la puissance de juger et l'autre simplement la puissance exécutrice de l'État. Montesquieu, Georges Benricassa, c'est l'homme de la séparation des pouvoirs. Soit. Mais c'est surtout un homme qui a essayé de penser, dès une œuvre comme les Considérations sur les Romains, les limites entre lesquelles se situe l'univers politique. D'un côté, il y a ce que décrivait très bien Husserl, n'est-ce pas ? La vertu démocratique, c'est-à-dire l'état dans le citoyen. Hein. La conscience du citoyen se confond avec l'obéissance aux lois. C'est une extrémité. Pour Montesquieu, c'est un gouvernement d'un autre âge et d'une autre espèce d'humanité. À l'autre pôle, il y a le despotisme, c'est-à-dire le moment où l'indistinction se fait entre
le pouvoir et l'exercice pur de la force. Entre ces deux limites, également à rejeter, n'est-ce pas, se situe la construction de l'univers politique. Il a une formule dans un livre obscur et final de l'Esprit des lois, n'est-ce pas, par un malheur attaché à la condition humaine, on trouve plus facilement des gens vertueux que des gens sages, que des gens extrêmement sages. Ça veut dire qu'on ne trouve pas facilement des hommes politiques qui aient la conscience des limites du politique et des limites de l'action politique. Et cet homme, ce parlementaire à perruque, cet homme de notre âge, n'est-ce pas, est par là même quelqu'un qui nous est très 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 proche, parce que ça rejoint toute l'expérience du XXe siècle. Ce qui ne veut pas dire, ce scepticisme politique, ce relatif scepticisme politique, n'est-ce pas, qu'il n'y ait pas des principes fondamentaux auxquels il soit attaché. Mais ces principes fondamentaux, on ne les résume pas dans la séparation des pouvoirs. Au fond, ils sont exprimés dans des textes qu'on ne lit plus guère, c'est-à-dire dans les chapitres 8 et 9 des considérations sur les Romains. C'est cette idée qu'un État ne doit pas être ce qu'était l'ancienne monarchie absolue. Une foi, une loi, un roi. Mais qu'un État doit être quelque chose de forcément conflictuel. Toutes les fois que l'on verra tout le monde tranquille dans une république, on pourra être sûr que la liberté n'y est pas. Cette formule dit très bien, n'est-ce pas, que pour Montesquieu, c'est cet état conflictuel, cet état critique permanent de la société qui définit un état politique vivable. Voici donc la constitution fondamentale du gouvernement anglais. Le corps législatif y étant composé de deux parties, l'une enchaînera l'autre par sa faculté mutuelle d'empêcher. Toutes les deux seront liées par la puissance exécutrice, qui le sera elle-même par la législative. Ces trois puissances devraient former un repos ou une inaction, mais comme par le mouvement nécessaire des choses, elles sont contraintes d'aller, elles seront forcées d'aller de concert. Dans le système qu'il décrit, qui n'est pas un système abstrait, n'est-ce pas, mais qui est un système qu'il déduit de la Constitution d'Angleterre, ce qu'il décrit dans le chapitre 6 du livre 11 de l'Esprit des lois. Il est certain que, par exemple, il montre très bien comment des parts du pouvoir judiciaire peuvent être exercées par le législatif quand il s'agit, par exemple, de crimes politiques. Il montre comment des parts importantes de ces pouvoirs correspondent, que le judiciaire ne fait jamais qu'appliquer ce que le législatif décide. Le problème, n'est-ce pas, c'est que la séparation des pouvoirs n'est pas une recette, c'est que, comme l'a montré un juriste d'il y a 40 ans, célèbre, Charles Eisenman, et comme l'a souligné Raymond Aron, aussi bien que Louis Althusser d'ailleurs, ils l'ont souligné tous les deux, le problème est de l'équilibre des composantes conflictuelles d'une société. La séparation des pouvoirs traduit sur le plan institutionnel le principe qu'on évoquait tout à l'heure. Toute société, n'est-ce pas, vit par l'imitation réciproque des pouvoirs. La formule est célèbre. Par un malheur attaché à la condition humaine, tout homme qui a du pouvoir tend à en abuser. Il faut donc que le pouvoir arrête le pouvoir, n'est-ce pas ? C'est le principe qui est encore beaucoup plus important que la mécanique constitutionnelle. Alors ce principe, quand on y réfléchit, il peut être un principe ambigu, dangereux, parce qu'il peut aboutir à une espèce d'immobilisme, les différentes composantes d'une société se neutralisant. Si c'est un principe formel, un principe juridique, n'est-ce pas, qui empêche des abus, il a une valeur négative. Il a une valeur négative, mais il n'assure pas une dynamique de la société. C'est pour cela, n'est-ce pas, qu'il ne faut pas isoler la séparation des pouvoirs du reste de la philosophie politique de Montesquieu, de cette idée qu'un État doit être, comme il disait dans son latin, une concordia discors, n'est-ce pas, une concorde faite de discorde. L'État doit être conflictuel et avancer à travers un jeu
je dirais pas contestataire, ça lui va si mal, mais un jeu conflictuel de ces différentes composantes. Il est très dangereux, donc, de figer la séparation des pouvoirs comme une espèce de principe juridique creux et abstrait, et de ne pas le relier à ce qui met en mouvement une société qui est sa conflictualité propre. La recherche de toutes les causes aboutit chez Montesquieu à une méthode qui a suscité bien des critiques. Alain Pons. Si, en définitive, on arrive à rendre compte rationnellement, de toutes les lois ayant existé ou existant, où en est-on du point de vue de la liberté humaine ? Autrement dit, ce qui est très grave et ce qu'on a souvent reproché à Montesquieu, c'est de tout comprendre et par là même de tout justifier. C'est-à-dire qu'aussi bien le despotisme que la République et la démocratie sont justifiés. L'esclavage, lui aussi, il s'explique par des raisons de climat, de tradition. Donc, il n'y a plus aucun jugement de valeur qui serait possible. Oui, parce que lui-même dit, dès la préface d'ailleurs, qu'il n'a pas naturellement l'esprit des approbateurs et qu'il veut surtout faire une œuvre critique, donc presque seulement descriptive finalement, en recherchant partout les causes et les principes, comme il le redit souvent, mais sans nécessairement chercher des réformes. Ça, il apparaît très nettement que ça n'est pas son but premier. C'est dans un siècle de lumière que les hommes d'État acquièrent le grand talent de faire à propos les choses bonnes. Tout le monde peut chercher à jeter quelques traits de cette lumière sans avoir l'orgueil de devenir réformateur. Je n'ai eu devant mes yeux que mes principes. Ils me conduisent et je ne les mène pas. Je suis le premier homme du monde pour croire que ceux qui gouvernent ont de bonnes intentions. Je sais qu'il y a tel pays qui est mal gouverné, et qu'il serait très difficile qu'il le fût mieux. Enfin, je vois plus que je ne juge, je raisonne sur tout, et je ne critique rien. À notre époque, Raymond Aron et Louis Althusser ont relu Montesquieu. Althusser, dans son essai de 1959 sur Montesquieu, la politique et l'histoire, soutient que le philosophe est intellectuellement révolutionnaire, mais politiquement conservateur, parce qu'il défend les privilèges de sa classe et parce que ses vœux vont à une monarchie modérée, à l'anglaise. Pierre Manin. Montesquieu est-il véritablement partisan du régime anglais ? Je crois que l'opinion générale consiste, la réponse la plus accréditée est positive. Oui, Montesquieu est partisan de la monarchie anglaise. Je crois que cette réponse est vraie. Il faut préciser cependant qu'il fait par exemple un très bel éloge de la monarchie française. De la monarchie française fondée, vous le savez, sur l'honneur, et il y a de très beaux développements de Montesquieu. Mais on peut dire qu'au fond, faisant cet éloge de la monarchie française, il en dresse, pour employer le langage de la poétique, il en dresse le tombeau. Il considère en effet que qu'est-ce qui ne va pas dans ce système monarchique français ? C'est que la tentation et la menace du despotisme est trop perpétuellement présente. Que historiquement, cette monarchie a trouvé des formes de sociabilité, des formes de liberté qui sont peut-être en un sens supérieures au système anglais. Il a une jolie formule dans ses carnets. Il dit « Les Anglais ne nous sont pas suffisamment supérieurs pour ne pas nous être inférieurs ». Il veut dire, je crois, que le régime politique anglais n'est pas à ce point supérieur au régime français pour que les défauts de la sociabilité anglaise, les défauts de la société anglaise ne soient pas trop sensibles. Alors, donc,
ce régime français a produit une sociabilité, une civilisation, je pense qu'il pense supérieure à la sociabilité, à la civilisation anglaise, mais elle est perpétuellement sous la menace du despotisme. Alors, le régime anglais a des défauts que Montesquieu ne cache pas, et ils sont développés dans un chapitre qu'en général on ne lit pas, mais Montesquieu est très sensible aux défauts du régime anglais. Simplement, il garantit la liberté. Donc, le régime anglais a des défauts, mais il est beaucoup plus sûr que le régime français. Le régime français a des qualités que n'a pas le régime anglais, mais il est exposé à cette menace du despotisme, et Montesquieu dit que la monarchie française, pas la monarchie française, mais les monarchies vont au despotisme comme les fleuves vont à la mer. Propriété particulière au gouvernement de la Chine. Les princes, qui au lieu de gouverner par les rites, gouvernèrent par la force des supplices, voulurent faire aux supplices ce qui n'était pas dans leur pouvoir, qui est de donner des mœurs. Les supplices retrancheront bien de la société un citoyen qui, ayant perdu ses mœurs, viole les lois. Mais si tout le monde a perdu ses mœurs, les rétabliront-ils ? Les supplices arrêteront bien plusieurs conséquences du mal général, mais ils ne corrigeront pas ce mal. Aussi, quand on abandonna les principes du gouvernement chinois, quand la morale y fut perdue, l'État tomba-t-il dans l'anarchie et on vit des révolutions. Si par exemple le despotisme, qui pour Montesquieu est évidemment le pire des régimes politiques, ça représente le mal en politique en quelque sorte, mais si le despotisme est inévitable lorsque on a affaire à des pays extrêmement étendus et très, très peuplés. Et ici, on pense à cette notion de despotisme asiatique qu'il va mettre à la mode, n'est-ce pas? Car effectivement, le modèle pour lui, ou le contre-modèle, si l'on veut, des régimes despotiques, c'est l'Empire turc, l'Empire perse, la Chine. Bon, si véritablement ces pays sont condamnés à être gouvernés par des régimes despotiques, au nom de quoi Montesquieu peut-il porter un jugement de valeur et une condamnation sur le despotisme? C'est effectivement, encore une fois, une des grandes difficultés auxquelles on se heurte lorsqu'on lit Montesquieu, mais je le répète aussi, pour moi, cette objection n'est pas définitive, car malgré tout, dans de nombreux passages, on voit que pour lui, il n'y a pas un déterminisme absolu. Mais c'est-à-dire qu'en même temps, il apparaît faire une sorte de compromis entre un matérialisme historique avant la lettre, bien entendu, et une forme d'idéalisme. Oui, il a été sollicité dans différentes directions. Effectivement, si on insiste sur l'importance qu'il donne à la notion de climat, à tous ces facteurs, par exemple d'ordre matériel, on pourra, si l'on veut, en faire un lointain ancêtre d'un matérialisme historique. Mais d'autre part, il est bien certain que, en ce qui concerne ses propres idées politiques, Montesquieu n'était pas un révolutionnaire, on lui a assez reproché. Il était très très lié encore au parti aristocratique par ses origines, mais aussi d'une manière tout à fait consciente et décidée, puisque pour lui, précisément, les seules chances que les gouvernements modérés, en particulier la monarchie française, ont de rester dans cette modération, qui est la condition de la liberté, c'est l'existence de ce qu'il appelle les corps intermédiaires, à savoir, en France, tout spécialement, la noblesse, les parlements, c'est-à-dire des institutions qui étaient violemment critiquées en France dès cette époque, mais dont lui voyait la fonction positive. Car c'était ces corps intermédiaires qui empêchaient, au fond, que la monarchie ne dégénère en despotisme. Entre le monarque en haut et le peuple en bas, il faut qu'il y ait les corps intermédiaires pour, comme
il le dit, disperser en quelque sorte, n'est-ce pas, la puissance du flot du pouvoir qui vient d'en haut, qui risquerait d'écraser la base. Montesquieu n'était pas un révolutionnaire, mais son analyse de la liberté, maintenue grâce à un équilibre dynamique entre le pouvoir et la société, entre l'État et les citoyens, justifie encore nos institutions. Que l'on songe seulement à l'existence des partis politiques. Ses contemporains ne se sont pas trompés sur la portée de son œuvre. Jean-Noël Vuarnet. L'esprit des lois a tout de même été mis à l'index par l'Église et par la Sorbonne. Il aurait pu avoir des ennuis sérieux. Il y avait une polémique grave, surtout sur la fameuse question de la théorie de la séparation des pouvoirs, sur laquelle nous vivons encore actuellement en France. Et surtout qu'il a aggravé son cas, aggravé la polémique en croyant l'apaiser, en publiant la défense de l'esprit des lois, qui est un texte peut-être encore plus intéressant, parce que plus directement inspiré de l'encyclopédie et relié à la problématique des Lumières. Bien, la Sorbonne avait censuré et condamné 19 propositions extraites de l'esprit des lois. On l'a persécuté un peu de toutes les manières. D'Alembert dit « Ce livre a été écrit au milieu d'un peuple de barbares ». On l'a accusé simultanément de spinozisme et de déisme, ce qui est contradictoire. On l'a accusé bien sûr de ruiner la morale, de ruiner l'ordre civil. Et au moment de la défense de l'esprit des lois, tout le monde voulait disputer avec lui. Et sans doute que l'ensemble des arguments est un peu disparate là encore, puisque attaqué sur tous les fronts, il répond sur tous les fronts. Il faut imaginer là déjà, c'est en 54, un an avant sa mort, un vieux monsieur attaqué par une véritable meute, que fatigue tout le monde, en particulier la meute de ses admirateurs, plus encore que celle de ses détracteurs, et qui est aveugle. C'est un personnage à la Borges, ou même de Borges. Il est aveugle, il est au milieu de cette meute qui l'assaille. J'avais conçu le dessein de donner plus d'étendue et plus de profondeur à quelques endroits de cet ouvrage. J'en suis devenu incapable. Mes lectures ont affaibli mes yeux, et il me semble que ce qui me reste encore de lumière n'est que l'aurore du jour où ils se fermeront pour jamais. Je touche presque au moment où je dois commencer et finir, au moment qui dévoile et dérobe tout, au moment mêlé d'amertume et de joie, au moment où je perdrai jusqu'à mes faiblesses même. Pourquoi m'occuperais-je encore de quelques écrits frivoles? Je cherche l'immortalité et elle est dans moi-même. Mon âme, agrandissez-vous, précipitez-vous dans l'immensité, rentrez dans le grand être. Dans l'état déplorable où je me trouve, il ne m'a pas été possible de mettre assez de part à déplorer.
Montesquieu meurt à Paris le 10 février 1755. Voltaire le déteste, mais les encyclopédistes d'Alembert, Diderot lui rendent hommage. On peut regretter que malgré les recommandations de l'abbé Conti, il n'ait jamais rencontré à Naples son contemporain, le philosophe Gian Battista Vico, dont l'œuvre est certainement la plus proche de la sienne au XVIIIe siècle. Sa pensée inspira au XIXe siècle Benjamin Constant, Tocqueville ou même Guizot. Mais pour la postérité immédiate, comment doit-on juger Montesquieu par rapport à la Révolution française ? Henri de Montesquieu. Je suis absolument désolé que 89, cette année, voit mettre en parallèle, ou pour une association dont on ne voit pas du tout les origines ni les fondements, entre le bicentenaire de la Révolution et le tricentenaire de la naissance de Montesquieu. Parce que il est bien certain que si Montesquieu avait été vivant au moment de la Révolution, il aurait certainement été décapité comme tous ses pareils, et je n'en veux pour preuve que même morts, les porteurs du bonnet phrygien ont tout de même éprouvé le besoin d'aller à l'église Saint-Sulpice à Paris où il était enterré pour violer sa sépulture, répandre ses ossements dans les catacombes, ce qui fait que actuellement on ne sait même pas où sont ses restes et on ne sait même pas ce qui est devenu. Disons que les disciples de Montesquieu, dans le cours de l'histoire de la Révolution, ce qu'on appelait les monarchiens, Lally Tollendal, Mounier, vous savez, ont été en somme balayés dans les tout premiers mois de la Révolution. Donc, à coup sûr, si l'on prend les souhaits de Montesquieu, le programme politique de Montesquieu, tel qu'il l'a développé dans l'esprit des lois, et si on le rapproche des événements de la Révolution, à coup sûr, Montesquieu est vaincu, si je peux dire, dès les premiers mois, dès les premières semaines des événements révolutionnaires. En même temps, l'image ou l'idée de ce régime de la liberté modérée ne cessera de hanter la Révolution, et après bien des traverses, au fond, un siècle après, nous finirons par atterrir, en somme, sur un régime, celui de la Troisième République, qui n'est pas très éloigné des espoirs ou des projets de Montesquieu. Je suis tout à fait persuadé, il est tout à fait prouvé même, que Rousseau a lu Montesquieu très attentivement, et il en a beaucoup retenu. La définition des types de gouvernement qui est classique et traditionnelle, le républicain, le monarchique, l'oligarchique. Beaucoup de choses aussi sont communes à Rousseau et à Montesquieu. Jean Starobinski. Jusque certains aspects de cette volonté générale qui joue un rôle si important chez Rousseau. Chez Rousseau, c'est dans l'abstrait, catégoriquement, que le principe de toute légitimité, c'est le peuple et sa volonté. C'est cela, la source même du pouvoir politique. Le roi, les organes du gouvernement ne sont que des magistrats, ne possèdent qu'une délégation de pouvoir, la loi étant en fait détenue, le pouvoir de faire la loi étant détenu par le peuple, assemblé par le peuple, qui n'a pas même délégué ses pouvoirs à des représentants. Mais la volonté générale, si on y prête bien garde chez Rousseau, veut dire aussi quelque chose que nous retrouvons chez Montesquieu. La loi ne doit jamais édicter que des principes généraux et valables pour tous. Il n'y a pas de loi qui concerne un individu, qui privilégie ou qui ôte des libertés à tel individu particulier. La loi est générale dans son énoncé. Et cela, c'est un principe auquel Montesquieu tient aussi fermement que Rousseau. D'autre part,
il y a à cela une raison qui est commune aux deux penseurs politiques, c'est que par ce fait même que la loi est générale, les individus dans un état sain et bien constitué ne pourront pas être dépendants d'autres individus. Ils seront sous le joug des lois, mais les lois sont impersonnelles. Les lois, ça n'est personne, ou c'est tout le monde, dira Rousseau. Cette autonomie du citoyen garantie par la loi et passant par le règne de la loi, c'est l'idée qui scelle, si j'ose dire, la complicité ou la solidarité des pensées de Rousseau et de Montesquieu. Il me semble que d'une certaine façon, il a décrit le régime libéral avec une plus grande précision que ses grands successeurs. Ses grands successeurs français. À quoi il faut ajouter que peut-être parmi les meilleurs disciples de Montesquieu ne sont pas en France, mais en Amérique, puisque vous savez que tout de même les constituants américains, les pères fondateurs, ont été des lecteurs très attentifs de Montesquieu. Oui, puisqu'ils se sont même réclamés nommément. Oui, absolument. C'est pratiquement l'autorité politique la plus respectée au moment des débats constitutionnels en Amérique. Oui. Dès 1755, Benjamin Franklin, qui était un ami personnel de Montesquieu, et également Samuel Adams, Hamilton, Dickinson, etc., et Washington lui-même, avait adopté les principes politiques qui étaient contenus dans le livre de Montesquieu, qui avait été traduit en anglais et qui avait paru en Amérique en 1772. Oui, et c'est donc le 4 juillet 1776, très exactement, que les diverses colonies américaines, ou les ex-colonies, s'étant déclarées indépendantes, ont cherché à se doter d'une constitution. Elles avaient à ce moment-là à choisir entre les leçons du livre du philosophe britannique Locke et celle de Montesquieu. Et finalement, sur l'incitation toute pressante de Franklin, finalement, elles suivirent les idées du philosophe français et elles inscrivirent dans leur constitution les lois pénales, des lois militaires, des lois civiles, qui étaient toutes imprégnées de l'esprit de justice que Montesquieu n'avait cessé de réclamer. Par suite, le 14 mai 87, le congrès de Philadelphie a été la consécration de la reconnaissance américaine envers Montesquieu. Il est d'ailleurs assez curieux de noter que Montesquieu, pour cette affaire américaine, avait eu quelques presciences, puisqu'on a retrouvé une lettre à son ami anglais, Lord Chesterfield, à qui il écrivait en 1730 « Je crois que si quelque nation est abandonnée par ses colonies, cela commencera par la nation anglaise. » Il est difficile de trouver chez Montesquieu une claire affirmation de l'idée de progrès. Il est très évident que Montesquieu considère le siècle où il vit comme un siècle où l'on a fait des progrès par rapport aux âges qui précèdent. Mais la notion même du progrès ne se développera qu'à la suite d'une reprise et d'une remise en forme, si j'ose dire, de certaines notions qui déjà se trouvent en germe. L'homme est perfectible et il peut développer le savoir, il peut développer les techniques avec les risques qu'elles comportent. Viendront des penseurs comme Condorcet qui, eux, seront convaincus qu'il y a une perfectibilité collective de l'espèce humaine, de l'esprit humain, et que on peut parler d'un progrès et qu'il y a à parier pour un progrès. À ce moment-là, bien sûr, des concepts se mettront en place avec le concept de progrès. Le mot révolution prendra
presque valeur de synonyme de progrès. Le mot réaction deviendra presque synonyme de refus ou négation du progrès, tandis que Montesquieu voit l'histoire en action et réaction. La réaction chez lui est absolument neutre, ce n'est pas une régression, ce sont des forces mécaniquement opposées qui font que, comme les vagues de la mer, l'histoire peut connaître certains mouvements dans une certaine direction, et puis il y a des périls qui peuvent faire que ce que l'on a conquis se perd. On trouve encore des idées de ce type chez Diderot. L'idée de progrès telle qu'elle sera célébrée par les romantiques, ou certains des romantiques, est encore incertaine chez Montesquieu. Il hésite devant une affirmation aussi chargée de foi et aussi dynamique. Il y a chez lui quelque chose comme une méfiance devant ce qui, nous l'avons vu ou nous le verrons, constitue le fond ténébreux de l'homme, ce qui peut toujours menacer le meilleur que nous avons acquis. M'occuperai-je encore de quelques écrits frivoles? Je cherche l'immortalité et elle est dans moi-même. Mon âme, agrandissez-vous, précipitez-vous dans l'immensité, rentrez dans le grand être. Dans l'état déplorable où je me trouve, il ne m'a pas été possible de mettre à cet ouvrage la dernière main. Et je l'aurais brûlé 1000 fois si je n'avais pensé qu'il était beau de se rendre utile aux hommes jusqu'au dernier soupir même. Dieu immortel, le genre humain est votre plus digne ouvrage. L'aimer, c'est vous aimer. Et en finissant ma vie, je vous consacre cet amour. Une vie, une œuvre, Montesquieu ou le bonheur bien tempéré, par Pascal Lismonde. Avec le baron Henri de Montesquieu, Georges Benricassa, Pierre Manin, Alain Ponce, Jean-Noël Vuarnet et à Genève, Jean Starobinski. Texte lu par Pascal Mazzotti et Luc Ponette. Groupe de réalisation, Marie-Françoise Simon, Philippe Destrebec et Claude Guerre.